À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Candice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Avec Antoine, tu as fondé en 2017 Encuentro, la manufacture de chocolat. Aujourd'hui, vous faites partie des 2% de chocolatiers en France à fabriquer vous-même votre chocolat selon un process artisanal bean to bar. C'est un savoir-faire rare, un artisanat d'excellence qui vous permet de révéler les terroirs et les caractéristiques propres à chacune de vos 10 variétés de cacao, là où les industriels cherchent plutôt à uniformiser les goûts. Multi-récompensé, Encuentro s'inscrit dans la lignée des meilleurs maîtres chocolatiers. Au-delà de l'excellence, Encuentro, c'est surtout une histoire de rencontre, de partage et de générosité, portée par des valeurs nobles et une mission écologique et sociale, avec l'ambition de développer le monde du cacao fin. Alors, vous avez déjà beaucoup été interviewé, beaucoup sollicité, mais si je tenais vraiment à t'avoir sur le podcast, c'est aussi parce que vous avez une identité visuelle très forte, très réussie, un univers très graphique décliné à merveille sur toutes vos gammes et même sur des produits dérivés. Je pense notamment à une bougie, je crois. Je suis vraiment impatiente d'échanger avec toi sur tous ces sujets, votre quête d'excellence, votre attention aux détails et sur vos engagements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous partager votre parcours avec Antoine et ce qui vous a mené à la création d'Encuentro? Bonjour Audrey, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Candy, j'ai 36 ans. Avec Antoine, mon conjoint, on a 3 enfants, 3 petits garçons. Et un beau projet Encuentro qu'on développe chaque jour. Comme tu l'as bien dit, c'est un métier qui est rare en France. On va dire qu'il y a 3 industriels qui décident du goût du chocolat sur notre territoire. Et nous, on a pour ambition de changer un petit peu ce fonctionnement et d'apporter plus de diversité dans le chocolat. Alors, je pense que le 2% maintenant, ça s'incrémente un peu plus. Quand on s'est lancé en 2017, on était moins d'une 50aine. Là, je pense qu'on doit approcher la 100aine en France. Donc, c'est plutôt chouette. C'est clairement un métier qui se développe. Il n'y a pas encore de formation sur ce métier-là. Mais on le voit avec les apprentis qu'on accueille, il y a de plus en plus d'intérêt sur la fabrication de cette matière au sein des différents CAP. Donc, c'est en bonne voie, en fait, pour le développement de ce métier. Juste pour donner un petit peu de contexte sur Encuentro, c'est pas notre première fabrique de chocolat, c'est la deuxième. On a fait nos premières heures dans ce métier en République dominicaine en 2012. Donc voilà, c'est une passion qu'on a maintenant depuis plus de 10 ans. Et on a appris sur le tas en République dominicaine en faisant une fabrique. Ça s'est arrêté un peu brutalement parce qu'il y a des façons de faire dans le pays qui nous ont pas forcément plu et donc on a préféré rentrer en France. Et 4 ans après, on crée Encuentro avec une idée très précise de ce qu'on voulait faire. Et je dirais, je suis contente d'être sur ce podcast parce que à voir et à manger, c'est exactement comme ça qu'on a pensé notre marque, plutôt dans l'autre sens. À manger d'abord et après à voir. On a vraiment notre identité est venue très très tard. On s'est concentré sur le goût, sur le produit, mais les deux étaient très importants. C'était 2 aspects très importants du projet Encuentro. Il fallait que ça soit à la fois bon et beau, parce que notre tablette se doit d'être expliquée. Et pour pouvoir aller sur le marché de l'épicerie fine, il faut avoir un packaging à la hauteur du produit. Donc voilà. Écoute, on reviendra sur ça un petit peu plus tard dans notre échange. Alors, chocolatier bean to bar, fabricant de chocolat, artisan chocolatier, maître chocolatier, comment est-ce qu'on doit vous appeler? Moi, je suis pas forcément attachée à l'étiquette. Je dirais quand même fabricant de chocolat. Je trouve que c'est la manière la plus simple de dire ce qu'on fait. Nous, notre cœur de métier, c'est la tablette de chocolat. Vraiment, on fabrique cette matière et on la propose dans son plus simple appareil, la tablette, qui est un élément du quotidien et c'est ça qui nous intéresse. Le chocolatier. En fait, si on revient vraiment à l'histoire de ce nom,
c'est chocolatier et confiseur. Les CAP, c'est CAP, chocolatier. C'est là où je voulais te faire. Et confiseur, c'est le travail du sucre et c'est ces fameux bonbons. Donc les bonbons de chocolat, l'étiquette, c'est confiseur. Mais comme on est très peu nombreux, finalement, ça c'est avec le temps et avec le fait que les confiseurs étaient plus nombreux, chocolatier, c'est quand même. Je pense qu'ils se sont accaparés ce mot. Et maintenant, c'est vrai on est un peu tatillon, donc on aime bien faire la distinction. Mais peut-être que plus tard, oui, il y aura plus de confiseurs en France et j'espère de plus en plus de chocolatiers et donc fabricants de chocolat. Mais c'est vrai que cette nuance, elle est pas hyper connue du grand public, donc on peut être très technique. Mais c'est ça, justement, ouais, sur le site, je crois que tu consacres un article justement à expliquer la différence. Et honnêtement, quand on n'est pas connaisseur sur le sujet, voilà, on sait pas que il y a si peu de chocolatiers qui fabriquent leur chocolat. Tu fais bien la nuance et c'est important parce que c'est votre vraie valeur ajoutée. Donc. Et après, Bean to Bar, je dirais. Ça définit vraiment notre manière de fabriquer le chocolat parce que on le fait avec 2 ingrédients, en prenant le temps et en étant au plus proche du goût de la fève, en essayant de ne pas la dénaturer. Donc c'est dans cette philosophie qu'on s'intègre complètement. Après, on l'a mis sur notre site, mais on a déjà un nom espagnol. On est français, et si on prend en plus une expression américaine, il y a un petit côté où c'est génial d'être citoyen du monde, mais voilà. Et puis après, ça fait pas mal de buzz en ce moment. Nous, on le voit comme Encuentro, c'est notre projet de vie. Hein. C'est pas l'appât du gain ou l'envie d'être à la une. Donc c'est pour ça qu'on le met parce que vraiment on en fait partie. Après, c'est pas notre élément différenciant, je dirais. Est-ce que tu peux nous raconter la signification du nom Encuentro? Oui, Encuentro, ça veut dire rencontre en espagnol. Encuentro, c'est notre promesse, celle d'aller à la rencontre des producteurs, vraiment d'enlever le maximum d'intermédiaires, d'avoir le plus de transparence possible, d'avoir un cacao tracé. Et ça passe par cette proximité. C'est la rencontre aussi de nos clients, parce qu'on a toujours pensé le projet avec une fabrique ouverte, transparente. Aujourd'hui, on est dans une fabrique qui est visitable, avec des parois transparentes. C'est vraiment à l'image de ce nom. Et après, c'est également ça rappelle 2 choses. D'une part, que le cacao, ça pousse pas en France métropolitaine, donc il y a une part d'exotisme et pas oublier d'où vient le cacao. Et d'autre part, en fait, ça c'est plutôt de notre côté, c'est notre projet, c'est une petite plage, El Encuentro, qui était au nord, en République dominicaine, à côté d'un énorme spot hyper touristique, Cabareté. Et en fait, ça symbolisait, non seulement il fallait se lever très tôt pour avoir des belles vagues, en plus il était un petit peu plus confidentiel, un peu plus sauvage. Et du coup, voilà, ça symbolise un peu, on va dire que même si goûter du chocolat, c'est accessible à tous, se donner la peine d'en apprécier les arômes, d'en apprécier l'histoire, c'est un peu ça que ça reflète. Et clairement, c'est pas du tout le nom qu'il fallait choisir pour lancer une marque de chocolat en France. Elle est difficile à mémoriser. Tout le monde n'a pas fait LV2 espagnol, donc on se demande ce que ça veut dire. On a des prononciations qui sont parfois très spéciales. Il y a rien sur le papier qui nous dit que c'était un bon nom. Pour autant, il représentait tellement pour nous que c'est devenu une évidence. Mais en effet, c'est le premier qui est sorti. Et 5 mois après, c'est celui qu'on a choisi. On l'a posé sur le papier au tout début et on l'a éliminé quasiment aussi vite parce qu'on s'était dit que on savait pas ce que ça représentait, on disait pas ce que c'était. Voilà, il y avait plein de choses. Et finalement, c'est une sonorité qui est assez je veux dire, ça contrebalance avec notre identité d'aquarelle qui est un peu plus féminin, un peu plus léger. Encuentro, c'est un peu plus ancré. Oui, et en il y a fait, les sons, le T, le R, un peu. C'est ça. Et comme on le prononce à la française, Encuentro, on est dans les sons un peu plus durs. Mais en espagnol, c'est un peu plus chantant quand même. Mais et voilà, donc ça nous convient parfaitement. Et clairement, tout a été pensé dans les moindres détails par la suite dans la déclinaison de notre identité. Et en fait, c'est génial quand votre nom vous inspire. En fait, votre univers. Voilà, ça a donné. Mais c'est vraiment la base de tout. Enfin, c'est l'essence de l'ADN bien avant l'identité visuelle, quoi. Je dis autant on peut faire évoluer une identité visuelle, autant le nom une fois qu'on l'a, c'est difficile. Donc autant bien le choisir dès le début. Et je pense que ça contribue quand même à la mémorisation de la marque, justement parce toutes ces questions que ça soulève. Oui, et après c'est vrai qu'on mémorise Encuentro soit par le nom, soit par la cabosse, qui devient emblématique et qui est vraiment un point fort de notre identité. Mais encore une fois. Encuentro, ça nous a défini notre terrain d'expression, terrain de jeu. Et quand vous prenez plaisir
à aller sur le terrain, et ben en fait c'est facile à décliner, on est inspiré pour la suite. C'est clair que nous ça nous a ouvert le champ des possibles en fait ce mot. Tout comme Encuentro, c'est du chocolat aujourd'hui, ça pourrait être autre chose demain. En fait, on s'est vraiment laissé la place pour aller chercher les projets qui nous tiennent à cœur. Je suis entièrement d'accord. Chez Encuentro, vous travaillez que du cacao fin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui. Alors, le cacao fin, c'est un cacao qui a été fermenté. Et ça, c'est un vrai savoir-faire côté producteur. Donc, en fait, si on regarde un peu le process, on va dire que donc le cacao pousse sur c'est cacaoyer. Il y a des cabosses qui sont à même le tronc et seulement sur les grosses branches. C'est assez surprenant. C'est pas du tout comme un pommier. Et le fruit n'est pas tout lisse, tout brillant. Il est plutôt, voilà. Et quand on va faire la récolte, les cabosses, quand on les coupe, on a à peu près 5 jours pour les ouvrir. Ce qui permet à des petits producteurs de venir se rassembler dans les centres de fermentation. Parce que ce savoir-faire de fermentation, en fait, on le maîtrise, les producteurs le maîtrisent parfaitement sur des volumes de 100 kilos de fèves fraîches. Donc, c'est assez conséquent quand même. Mais il y a pas mal d'innovations sur ce sujet-là, mais voilà. Donc, et une fois qu'on a ouvert la cabosse, on a à peu près 5 heures pour la mettre en fermentation. Donc, dans ces grands bacs en bois recouverts de feuilles de bananier. Les feuilles de bananier sont là à la fois pour éviter que l'air passe, vraiment, faire en sorte que pas du tout on parle de réaction anaérobique sans air, et en plus pour apporter en fait ces petites levures, ces petites bactéries qui vont aider à la fermentation. C'est parfait les feuilles de bananier pour ça. Et donc là, ça va durer entre 5 à 8 jours de fermentation. Il y a 2 réactions qui vont avoir lieu. Le sucre va se transformer en alcool. Enfin, voilà, et l'alcool va être éliminé par la suite. Il y a un pic de température à atteindre. Bref, il faut bien surveiller cette étape-là. Elle est cruciale parce que c'est à ce moment-là que les précurseurs d'arômes vont arriver au cœur de la fève. Sans ça, vous savez être pauvre en arômes. Et nous, sans ces précurseurs, à la torréfaction, on va rien révéler parce qu'on n'a rien à activer. Et vraiment, c'est par la suite que ces précurseurs se transforment en arômes et qu'on a vraiment un cacao très aromatique, très fin. Donc, le cacao fin, voilà, c'est vraiment la maîtrise de ce savoir-faire de la fermentation. C'est pas le cas pour tous, mais généralement, le cacao fin s'inscrit dans une démarche pérenne sur de l'agroforesterie. Donc, on est souvent sur du cacao bio. Je dis que c'est pas forcément un prérequis parce que vous allez avoir certaines origines, le Venezuela où vous avez pas la certification bio. Et voilà, mais pour autant, je sais, on fait pas encore cette origine parce que justement nous on est certifié bio, donc c'est important pour nous dans nos process et dans nos convictions. Mais ça nous arrive d'aller chercher des cacaos sauvages type celui de Bolivie qui sont exceptionnels. On fait les analyses pour être sûr qu'il n'y a pas de pesticides, mais voilà, cette étiquette bio en fait, elle est hyper importante parce qu'on veut préserver les sols. Et d'être en bio et en agroforesterie, ça préserve les sols, ça préserve la biodiversité. Et voilà. Et donc, ces cacao fins, ça représente, alors j'ai plus les chiffres exacts, je pense qu'il y en a quand même un peu plus chaque année, mais c'est moins de 5% de la production mondiale de cacao. Ah, ok. Donc, oui. C'est-à-dire que tout le reste, ces fameux industriels, tout ça, les cabosses ne sont pas fermentées? Pas ou mal. Par exemple, en République dominicaine, alors que c'est le premier exportateur de fèves bio au monde, je me souviens très bien quand on allait à la coopérative, ils faisaient aussi du non fermenté parce que de toute façon, c'est pour être coupé à l'huile, au sucre, etc. Donc, pourquoi s'ennuyer alors que de toute façon, et en plus souvent avec des arômes. Et c'est ce qui va faire toutes les barres chocolatées très sucrées qu'on connaît. Et notamment, ça partait... bref, peu importe où ça part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à quoi ça sert d'aller faire du bon travail sur la fève si derrière, c'est utilisé de la sorte. Donc ça, ils l'ont bien compris. Mais oui, le cacao fin, par définition, c'est celui qui est un peu plus complexe et qui a vraiment des arômes intéressant et différent à la dégustation. Et du coup, après, je me demandais, je l'ai vu passer dans un de tes posts, donc vous réceptionnez des fèves et il y a un temps de maturation. Alors, je sais pas si c'est avant ou après la torréfaction, mais ça se fait à la manufacture. Et du coup, il se passe combien de temps à peu près entre la réception des fèves et la commercialisation des tablettes? Ouais, si on suit le process. Donc, ouais, elles ont été fermentées pendant 1 semaine. Après, elles vont être séchées pendant, ça dépend, 10 jours à 1 mois. Et après, toute la production est exportée quasiment. Pays producteurs sont pas forcément les pays consommateurs, sauf il y a des exceptions, mais et donc les fèves elles arrivent chez nous fermentées, séchées. Là, on va les trier, on va les torréfier, et une fois qu'elles sont torréfiées, on va les transformer en chocolat, c'est-à-dire qu'on va venir les mettre dans nos conches et ajouter le sucre de canne. Et là, une fois qu'on a cette matière chocolat qui est prête, qui peut avoir différents pourcentages, on va vider la machine. Nous on appelle ça des briques, on est bien du Nord. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ces grosses, j'allais dire ça, les grosses voilà, briques. C'est des grosses briques de 6-7 kilos. Et là, en fonction des origines,
et de notre expérience et de nos goûts. À un moment donné, il faut faire des choix en fonction de nos critères personnels. Il n'y a pas une seule solution, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et ben, on va laisser maturer. Chez nous, tout ce qui est 85%, on va laisser maturer plusieurs mois, 100%, plus de 6 mois minimum. Et pour les 70%, en fonction des origines, on laisse plus ou moins maturer. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, comme dans le vin, il y a des vins de garde et des vins à boire directement très jeunes. Et bien finalement, on s'est rendu compte que le cacao qu'il y avait, ceux sur des notes plus florales, etc., ce sont des notes qui sont un peu plus fragiles et la maturation va avoir tendance à les estomper, ce qui est dommage. Donc ceux-là, on s'ennuie vraiment à faire des tout petits batchs. Et dès que le batch est fini, on transforme en tablette. Et voilà. Parce qu'en fait, quand on les garde sous ces formes de briques, on les a pas tempérés. C'est-à-dire qu'on n'a pas stabilisé la matière. C'est-à-dire qu'il va encore se passer plein de choses. Et en fait, dans le chocolat, il y a plein de polyphénols, des tanins, comme dans le vin. Vraiment, on est sur un produit très similaire. On parle de plus de 500 arômes dans le vin, c'est la même chose dans le cacao. Et en fait, pour simplifier la chose, c'est tous ces tanins, ils sont conservés dans le cacao sous forme dans des petites alvéoles, quelque sorte. Et nous, quand on va venir craquer la fève, la broyer, on va venir éclater ces alvéoles. On va libérer les tanins et eux, ils vont avoir tendance à les provoquer des petites réactions en chaîne. Et en fait, c'est eux qui contiennent l'amertume qu'on peut avoir. Généralement, dans le cacao fin, il y a moins d'amertume que dans le cacao conventionnel. Et en fait, cette amertume, c'est pas une mauvaise saveur. C'est juste une saveur qu'on peut prendre plus de temps à apprécier, qu'on aime en petite dose. Voilà, le palais des Français, c'est pas forcément la meilleure des saveurs. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec la maturation, cette amertume, elle est beaucoup plus accessible. Elle saute moins au palais. Et de ce fait-là, quand vous montez dans les pourcentages plus élevés, il y a moins de sucre, forcément. Il y a l'amertume qui commence à apparaître. Eh bien, ça permet d'apprécier, d'avoir autant de gourmandise quasiment en 85, en 70%. On le fait au service du goût et on va dire, du bien-être, de l'aspect un peu santé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller chercher de la gourmandise dans quelque chose d'un peu plus sain et pas forcément d'ajouter du sucre à tout prix. Donc voilà. Et le 100%, on dit toujours que nos 100% sont les plus doux du marché. Mais c'est parce qu'ils ont attendu très longtemps. Et en fait, ça, tout le monde peut pas se le permettre parce qu'en fait, vous immobilisez de la matière. En fait, c'est de l'immobilisation. C'est de la trésorerie qui dort, concrètement. Donc, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Et pour les 70%, voilà, la Bolivie, ça n'attend pas. Le Guatemala, après, c'est une question de goût. C'est assez marrant. Il a des notes plutôt de fruits jaunes quand il a pas maturé et plutôt de raisins secs quand il a maturé. Donc, en fonction de ce qu'on préfère, on décide ou pas de le laisser maturer. Et sinon, généralement, le Pérou, par exemple, il peut... Encore une fois, il y a des notes qui peuvent vraiment évoluer et changer, comme le Guatemala. Et je dirais qu'après, c'est une question de... Voilà, le Pérou, il peut être beaucoup plus vif sans maturation. Donc ça peut être intéressant quand on veut faire un contraste avec un enrobage spécial Pérou. C'est sympa de l'avoir à la sortie de la machine et de pas le laisser maturer. Donc voilà. Ok, wow. Mais en fait, il y a très peu de littérature sur le sujet. Il y en a il y a un livre qu'on aime beaucoup, c'est écrit par Marc-André Sellos, justement sur... Alors, j'ai plus le titre en tête. C'est un bouquin qui est justement sur tous les polyphénols, sur tanin. Il y a une toute petite partie sur le chocolat. Et en fait, on voit où en est la recherche sur cette matière. Autant dans le vin, il y a énormément de littérature. Quand on se pose une question, on a la réponse. Il y a déjà une étude, etc. Autant dans le chocolat, sur la maturation, quelles sont les réactions exactes chimiques qui se passent, pourquoi ce qu'on observe, on a envie de pouvoir l'expliquer. Il y a très peu de documents. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse et heureusement, on est entouré d'écoles ingénieurs agronomes. C'est des sujets qu'on leur soumet. Voilà. Ok, non, c'est incroyable. Et du coup, je fais partie de ces gens, oui, pour qui l'amertume, c'est pas forcément la saveur la plus simple. Et voilà, effectivement, sur le site, tu rappelles souvent que oui, le chocolat noir n'est pas forcément amer, selon comment il est travaillé. Oui, complètement. Et après, c'est vraiment une question d'habitude. Est-ce que tu as mangé des produits amère étant enfant, voilà, c'est... Il y a une éducation, mais comme au vin. Enfin voilà, vraiment de toute façon, ce parallèle avec le vin peut se faire à tous les niveaux. Tu en as parlé, du coup, vous faites énormément de pédagogie, de transparence sur le site, sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreux articles de blog. Enfin vraiment, pour préparer cette interview, je me suis plongée dans le site. J'ai appris déjà plein de choses que tu complètes ici. Vous partagez beaucoup sur le sourcing du cacao, sur les recettes de fabrication, sur les process, les machines. Pourquoi c'est important pour vous, justement? Parce que ça doit demander du temps aussi, j'imagine, beaucoup de temps de préparer tout ça. Oui, ça demande du temps parce que, encore une fois, on fait ce métier pour changer la filière.
Et changer la filière, ça passe par des bonnes pratiques avec les producteurs et en fabrication, mais ça passe aussi et surtout par cette approche plus pédagogique de ceux qui vont manger le chocolat. Ça prend, oui, énormément de temps. On a encore plein de sujets qu'on aimerait traiter. Et c'est difficile pour nous de pas trop être extrémistes. Et ça, on essaye toujours de garder cette ouverture-là. On est convaincus, on a des convictions très fortes. Et on sait vers quoi on veut aller. Et ce contre quoi on se bat. Clairement, c'est une filière où il y a encore énormément d'esclavagisme moderne, où il y a encore le travail de l'enfant. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une filière qui est basée, quand on retrace toute l'histoire, on parle des croisades, des colons et de l'esclavage. Et donc, le prix du cacao est basé sur le fait que la récolte des cabosses, c'est gratuit, hein, forcément. Et donc, en fait, on sait qu'il y a un énorme travail pour expliquer pourquoi notre tablette est à 8 €, alors qu'on en trouve à 2 € dans la grande distribution. Et 2 €, c'est même pas le prix de nos fèves. On n'a pas encore commencé à travailler. C'est pas le prix des fèves. Nous, on va jamais négocier le prix de la fève. On achète au prix que nous donne le producteur. À l'époque, quand on s'est lancé, le cours était à $2,000 la tonne. Là, il a dépassé les 3 000, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai plus été voir. Ouais, il y a une sorte d'énorme inflation sur cette matière première, ce qui est pas plus mal. Et nous, on va dire qu'on est aux alentours. On a des écarts entre les différents. Par exemple, la Bolivie, c'est un des cacaos les plus chers qu'on achète. On est à 17 000 € la tonne. Mais généralement, on est plutôt aux alentours des 7 000 €. Voilà. Wow. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit acheter nos tablettes entre 7. Nous, on les vend entre 7 et pour certaines, elles vont jusqu'à 12. Et pour la Réunion, ce qui est quand même un projet à part, on est jusqu'à 30 €. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus élevé. Mais ce qu'on voit, c'est que nos clients, ils nous disent toujours qu'ils ont baissé leur quantité. Et c'est comme pour tout. En fait, il vaut mieux manger moins mais mieux. Et souvent, en fait, comme c'est tellement riche d'un point de vue aromatique et qu'il y a moins de sucre, finalement, vous mettez un peu plus de temps à manger notre tablette que celle de la grande surface, plus intense. Ils vont se suffire, ils vont avoir leur dose avec un carré plutôt que 6, quoi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous paraissent tellement aberrantes contre lesquelles on se bat, mais on se dit juste que si on est trop dans la colère et ça va pas être constructif. Donc on essaye, parfois on écrit on écrit parce que ça nous permet, ça nous libère, parce qu'en fait on veut dire ce qu'on pense et ce qu'on trouve vraiment pas correct dans ce monde. Et puis après on se relit, on dit ouais, on a été un petit peu trop fort. On se relit, on tempère un peu la chose, on remet un peu de smile dans ses mots parce que sinon c'est le quotidien pourrait être compliqué. Hein. Mais en fait ça nous fait plaisir, et clairement notre volonté c'est, alors, on va pas se transformer en média, mais c'est quand même dans l'idée, on le documente autant parce qu'on a envie d'être la voix de cette nouvelle filière et qu'il est possible de manger du chocolat sans faire de mal à personne. Voilà, c'est en quelque sorte c'est ça notre volonté. Donc c'est un travail de fourmi, hein, mais. Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait peu de littérature aujourd'hui sur le sujet. Est-ce que Encuentro pourrait sortir un livre un jour Alors il y a. Je dirais que sur tout ce qui est recherche, sur un peu plus technique, pour expliquer quel arôme, etc. Par exemple, on ne sait pas pourquoi l'impact du soleil ou l'impact. Il y a plein de choses sur cette filière entre la production et les goûts finaux constatés, il manque de la recherche sur le sujet. Après, sur la fabrication du chocolat, il y a énormément de bouquins. T'en as quelques-uns, même autour de nous, on a quelques-uns de nos confrères qu'on regarde. Ils ont très bien fait leur boulot. Dandelion aux États-Unis. Enfin bref, il y en a quelques-uns qui existent. Écrire un bouquin, c'est partie d'un objectif personnel. Hein. Je sais pas si toi t'as ça en tête, mais écrire un bouquin, c'est quelque chose. Je sais pas, pour moi, c'est un Everest. C'est un sommet. Alors peut-être que pas maintenant, parce que sinon je vois pas comment on termine les journées, mais c'est voilà. C'est parti. Oui, parce que comme tu dis, au-delà de la partie très technique, voilà, vous avez autre chose en plus à partager sur cette volonté de changer la filière. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Une petite place pour un livre Encuentro. Et je pense aussi, qu'est-ce qu'on apporterait de plus, si c'est notre histoire personnelle sur le sujet de la fabrication du chocolat. Donc, on n'est pas encore. Non, mais au-delà de ça, moi, sur le site, j'ai pris énormément de plaisir à lire les histoires autour de chaque origine, les rencontres, tout ça. Voilà, ça peut vraiment être... En tout cas, j'adorerais le lire. Voilà, je pose ça là. Merci beaucoup.
Est-ce que un jour, Encuentro sera des formations pour être... On a énormément de demandes. C'est dingue. On n'est pas encore prêt. C'est marrant. Dans nos têtes, on a encore des tout petits qu'on peut... les tout petits. C'est pas vrai. Si Antoine m'entend, il va peut-être content de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se sent pas à risque. On a l'impression qu'on a bien grandi et qu'on gagne en notoriété. Donc, ça nous fait plaisir. Mais en fait, Ducasse peut avoir son école Ducasse. Derrière, il se sent pas menacé. Nous, on a l'impression qu'on formerait directement nos futurs concurrents. Donc, on n'a pas encore cette assise qui nous permet d'aller vers la formation. Je sais pas si, peut-être qu'on n'a pas cette prétention-là, je sais pas. Mais pour l'instant, on n'a juste pas le temps. On a plein d'autres projets et on est plutôt à construire l'équipe et à Encuentro plutôt que d'aller former des personnes extérieures au projet, quoi. Je passe complètement à autre chose, mais t'en as un petit peu parlé. Il y a un sujet autour du pourcentage de cacao affiché sur les tablettes. Vous faites aussi de l'éducation là-dessus. Moi, je l'ai appris avec toi, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, et on a fait aussi, c'est assez marrant parce que, alors nous, on a plusieurs audits pour notre certification bio. J'ai vu. Oui, 2 à 3 par an, c'est ça? Oui, on a 2 planifiés et après, énorme. Ils en font 1 à 2 surprises sur l'année. Mais c'est énorme. Oui, mais en même temps, moi, je suis contente parce que je me dis sinon, cette certification n'aurait pas de valeur. Et au contraire, moi, j'aime bien, c'est un petit challenge, quoi, pour savoir si on est au top niveau, est-ce qu'on va passer les tests, c'est un peu C'est le côté ingénieur, ça, non? Le petit examen. C'est la casquette qualité. Non, mais j'aime bien parce qu'en fait, déjà, je trouve que ça permet qu'on baisse pas les bras et qu'on reste toujours rigoureux, qu'on respecte les process et qu'il n'y ait pas de petits pas de côté comme ça qui, à la longue, voilà, j'aime bien. Et puis, c'est une bonne occasion pour l'équipe d'être remobilisée sur le sujet qualité. Donc, moi, je suis hyper fan de ces contrôles. Je suis un peu moins fan des contrôles des fraudes, mais ils sont déjà venus plusieurs fois. Et ça a été toute une expérience parce que les fraudes, quand ils viennent chez vous, ils viennent et ils regardent la moindre virgule. La moindre virgule, oui. Ils ont pris tout le site en photo, en image, tac, à date. Et ils ont dit, ils sont arrivés en mode, dans votre tablette, vous avez mis qu'il y avait des arômes de fruits rouges. Où sont les arômes de fruits rouges? Comment ça? Oui, il est où le bidon d'arômes? Non, mais il n'y a pas de bidon d'arômes. C'est comme du vin, enfin. C'était dingue. Vraiment, c'était dingue. On n'arrivait pas à se comprendre. C'était tellement formaté industriel, arômes, bidons, etc. Je dis pas... En plus, ils étaient venus nous voir quand on était encore plus petits, donc on n'avait pas tant développé nos tablettes gourmandes. Vraiment, à la fabrique, j'avais 2 ingrédients, j'avais 2 achats, les fèves de cacao, le sucre de canne. J'ai rien d'autre. Je dis, voilà ma matière première. Où sont les arômes? Et en fait, il a fallu, je pense, 1 heure de conversation on est reparti du début, on leur a montré notre métier, on a dit ce qu'on faisait, et on leur a fait tout goûter, du début à la fin. Et est-ce qu'ils les ont trouvés, les arômes? Ils les ont trouvés, les notes aromatiques, mais c'était un dialogue de sourds. Et ce qui était assez marrant, c'est que finalement, quelques années, 2-3 ans plus tard, ils sont venus nous demander est-ce qu'on les forme un petit peu sur notre métier, parce que en fait, c'est par exemple un truc tout bête, le pourcentage, ils n'arrivaient pas à comprendre. Comme on n'ajoute pas de beurre en plus, mais le beurre incrémente le pourcentage. Quand je leur dis que je mets 70% de fèves de cacao, la fève, elle est constituée de 50% de matière grasse, le beurre de cacao, et 50% de matière sèche, ce que les industriels peuvent appeler le cacao maigre quand il a été extrait. Okay. Mais ça, c'est ma fève de cacao, c'est ma matière première. Okay. Pour qu'on puisse appeler une tablette de chocolat noir, avoir le terme noir, il faut qu'il y ait minimum 40% de cacao, de la matière cacao. Et là, on est sur du noir. Voilà, c'est encadré comme ça d'un point de vue loi. Et donc là, je leur explique du coup qu'on n'ajoute pas de beurre, donc comment on calcule nos valeurs nutritionnelles, etc. Et donc dans la fève, je refais 50%. Donc on dit très bien, vous faites 70% de fève de cacao, 30% de sucre. Dans 70%, j'ai que la moitié qui est du cacao. Donc en fait, j'ai que 35% de cacao. Donc vous pouvez pas l'appeler tablette chocolat noir. Je dis pardon, je mets 70% de cacao. Oui, mais le beurre. Mais je dis mais en fait, c'est juste que les industriels ont pris le produit, ils l'ont tellement éclaté qu'en fait, eux, ils sont complètement détachés de la matière première cacao. C'était un truc de dingue. Vraiment, c'était un truc de dingue. Je dis, mais j'en mets 70%, j'en mets bien plus que 40%, j'en mets 70%. Donc, c'était vraiment super compliqué de se comprendre. Et pareil pour notre poudre de chocolat. Nous, c'est de la poudre de chocolat. On prend notre chocolat, on vient le broyer en poudre.
Donc j'ai du beurre, c'est pas du cacao maigre, je sais pas comment expliquer. Et du coup, en fait, il n'existe pas de terme. Et pareil, l'écorce de cacao, nous on l'utilise pour faire de l'infusion, mais pour eux c'est des déchets. Et donc en fait, ça a été comme ça du non-sens du début à la fin. C'était très compliqué. Et là, ce qui est marrant, c'est que ça a été très compliqué. Et après, on a réussi à s'entendre. Après, on leur a expliqué vraiment notre métier. C'était une formation sur notre métier. C'était très sympa de leur part. Et ça montre qu'ils avaient envie de comprendre comment on fonctionnait. Mais ça a été, donc les 2 premières heures ont été vraiment compliquées. Et quelques années après, ils viennent parce qu'en fait, il y a une sorte de fraude au pourcentage et ils veulent essayer de comprendre. Mais attends, ce que je comprends pas, c'est que dans ce que j'ai lu, la fraude au pourcentage, elle vient plutôt des industriels. Oui. Par exemple, un truc qui est assez aberrant. En fait, les meilleures ventes sur la tablette de chocolat, c'est aux alentours des 70%. Parce que au-delà, comme tu l'as dit, t'as peur qu'il y ait trop d'amertume, etc. Donc souvent, le chocolat noir, c'est 70, 72, 75 max. Quand on est à 80, tout de suite, c'est le chocolat pour les palais très avisés, voilà. Et donc, en fait, tu vas dénigrer sans t'en rendre compte toutes ces tablettes qui ont un pourcentage trop élevé. Et donc, si tu fais une tablette pour des raisons purement de production, à augmenter ta productivité, tu vas ajouter un petit peu de beurre pour que ce soit plus fluide, pour que tu gagnes du temps dans le moulage, finalement, le beurre est moins cher que le cacao. Tu vas rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça. Tout ça, finalement, tu te rends compte que ton pourcentage, en fait, ils ont réduit un max le cacao pur et ils ont mis un max de beurre pour avoir le plus fluide possible et le plus gras et donc avoir cette texture très, très fondante. Et de ce fait-là, ils sont arrivés à un pourcentage de 80%. Et ils l'ont affiché en 70%. Parce qu'on dit 70% minimum. Et là, on se dit juste, pourquoi ils font ça? C'est du jamais vu. Tu devrais être fier de mettre plus de cacao. Mais en fait, ils vont tromper le consommateur pour pouvoir être pleine plaque sur le segment le plus porteur. Et après, en dénigrant les autres, bref, il y a plein de choses comme ça qui se passent parce que le beurre, en fait, déjà, là, tu peux le voir sur les étiquettes. Maintenant qu'on est obligé de mettre l'origine, que les industriels mettent l'origine, parfois, t'as 3 origines, t'as 3 pays différents pour la matière première. Ils vont acheter la pasta pura, donc ça, c'est le cacao broyé, mais broyé localement. Du coup, ils l'achètent directement. Après, ils vont rajouter du cacao maigre dans un pays, et après, ils vont aller chercher le beurre. Et en fait, le beurre, généralement, tu le trouves plutôt au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et vraiment, tes coûts diminuent très fortement. Donc voilà, donc ça montre que c'est important de savoir lire une étiquette, se rendre compte quand il y a beaucoup de matière grasse, se poser la question d'où elle vient, et juste garder en tête que voilà, vous voulez acheter du chocolat, faites en sorte qu'il y ait du cacao dans vos tablettes, quoi. S'il y a que du sucre et du beurre, c'est un peu dommage. Quand tu dis du beurre, c'est du beurre de cacao? J'espère, mais ça peut être autre chose. Ok, et du beurre de cacao, donc dans ce que tu expliquais, vous la fève, voilà, il y a le beurre et la matière maigre, vous c'est tout, enfin il y a tout ensemble. Je prends la fève entière. Et eux ils achètent du beurre en plus, d'un autre truc qu'ils rajoutent, d'accord. C'est ça. Nous, dans notre approche, tu vois, on a envie d'être au plus proche de la fève, donc on veut pas ajouter de beurre. On veut pas, parce que pour nous c'est comme diluer, ajouter de l'eau dans ton vin, c'est diluer les arômes et c'est pas nécessaire. Et en fait, pourquoi on ajoute du beurre? Historiquement, on ajoute du beurre parce que ça permet de mieux travailler la matière, plus facilement. Quand tu ajoutes du beurre, tu fluidifies ton mélange. Aujourd'hui, si tu viens à la fabrique, quand on va mouler notre tablette, ça va sortir par la tête de coulage, ça va faire des petits serpentins et tu vas encore voir tes petits serpentins sur ton moule. Si tu vas chez un industriel, tu vois même pas la forme, c'est de l'eau. Donc ça prend directement la forme du moule. Et là, derrière, on va mettre entre 15 à 20 secondes pour bien mouler nos tablettes et prendre la forme, s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air, etc. Quand tu as une matière, ta bulle d'air, elle ne va pas piéger très longtemps dans de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Plus c'est fluide, plus c'est facile à travailler, plus ça se mélange vite. Et donc, tu gagnes aussi du temps dans ton étape pour mélanger. Et après, en plus de ça, tu vois, il y a l'étape de tempérage, celle qui permet que ton mélange soit stable dans le temps et ne bouge pas. Ça permet d'avoir un chocolat brillant et bien craquant. Et ça, en fait, plus t'as de beurre, plus c'est simple. C'est-à-dire que ta plage de degrés de cristallisation peut être assez énorme. Nous, on est au 10e de degré près. C'est-à-dire que tous les jours, 2 fois par jour, parce qu'on a la session du matin et la session de l'après-midi, on recalibre, on fait des tests et on recalibre nos tempéreuses. Parce qu'en fonction du taux d'humidité, de la température de la pièce, du chocolat qu'on est en train de travailler, de la machine sur laquelle on est, ce 10e de degré près, il peut évoluer. Donc je fais... alors maintenant, ils ont vraiment, dans l'équipe, ils ont vraiment
acquis cette compétence de tomber très proche du but. Je dirais, c'est pas acquis dans toute l'équipe parce que ça demande du temps, mais ils arrivent à être très proches et donc en 2 ajustements, ils vont trouver ce 10e de degré précis du jour pour la session. Et ça veut dire que on a encore des sessions loupées. Est-ce que on peut refondre du chocolat mal tempéré? Ok. Oui. C'est pas de la perte de matière, faut refaire le travail. Mais sauf quand tu mets des inclusions, donc quand tu fais les tablettes gourmandes, le café, c'est fini, quoi. Tu peux plus refondre. Nous, on fait pas de mélange à l'intérieur de notre chocolat. On vient saupoudrer. Et donc là, ça veut dire être vraiment sûr de ces tests. Ça a peut-être un peu plus de temps pour être sûr d'avoir une prod correcte. Ok. Et du coup, tout ce flou, autour des pourcentages, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nom du confiseur, chocolatier, tout ça. Est-ce que, en fait, je pense j'ai interviewé OE for Good. Je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Ouais. Qui s'implique aussi sur des sujets un peu politiques, en essayant de faire changer les lois sur le vin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé par vous ou par peut-être un collectif de chocolatiers Bean to Bar, d'essayer de faire changer ça sur l'étiquetage alimentaire, sur... Ça fait pas partie, je dirais. Alors, il y a le collectif Bean to Bar France. Peut-être que ça fait plus partie de leur feuille de route. Ouais, je pense que c'est un gros dossier, pour vous tout seul. Si on veut vraiment, véritablement avoir un impact sur cette filière, il faut avoir des volumes plus importants. Et c'est difficile d'avoir des volumes plus importants quand on est sur l'hyper qualité qu'on a et la petite équipe, on reste dans l'artisanat et on fait pas un produit de masse. Donc, c'est ça qui nous fait réfléchir. C'est comme on veut maximiser notre impact auprès des producteurs. On sait que ça passe par un achat plus important de fèves, mais derrière nous, on reste des petits. Et c'est difficile de faire bouger les lignes quand aujourd'hui on est 17 dans la boîte, c'est pas grand-chose. Et pour autant, je dirais que la France se porterait mieux avec plein de petites boîtes plutôt qu'à chaque fois des énormes mastodontes là qui détruisent. Mais non, on l'a parfois en tête. Ce travail qu'on fait avec les fraudes, ça en fait partie. Et on connaît bien la réglementation et on voit bien les failles. C'est par exemple, alors là c'est pas trop sur les fraudes et industrielles, mais par exemple aujourd'hui on reçoit des sacs de fèves de cacao qui font 70 kilos. Ouais, j'ai vu. Sauf vous avez un producteur, c'est ça qui... Bolivie et Guatemala maintenant. Mais en fait, on trouvera jamais de sacs de 70 kilos de farine ni de 70 kilos de ciment. Voilà, en fait, on sait que là c'est... Alors nous, on fait attention au dos de nos collaborateurs et on a des solutions et ça fait partie de nos préoccupations et c'est pour ça qu'on demande toujours aux producteurs d'avoir des plus petits sacs à manipuler, c'est quand même mieux. Mais ça montre un peu où en est la législation sur ce métier, c'est que pour l'instant, après, est-ce qu'il faut avoir une loi pour changer les choses? Je pense pas, mais voilà. Et après, se battre contre les gros industriels, c'est de l'énergie peut-être. Oui. On sait défendre notre territoire. On a déjà eu l'occasion de le faire. Donc David contre Goliath, on y a goûté pendant 3 ans. On a perdu, pour dire les choses simplement. On a gagné le droit d'auteur sur un de nos packaging et on a perdu sur... C'était sur quel sujet? Enfin, après, t'as peut-être pas envie de revenir là-dessus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on sait défendre notre marque, on sait la protéger et on sait la défendre. Et on n'a absolument pas peur de la taille de celui qui vient servir sur notre dos, en quelque sorte. Voilà, c'est défendre notre territoire et je pense que c'est important aussi de le faire. Voilà. Ok. Encore une fois, tu dis que vous communiquez assez peu là-dessus, mais quand même, on peut lire que tu te caractérises comme une entreprise engagée. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu en quoi Encuentro est une entreprise engagée? Alors, on est engagé parce déjà, on est certifié bio, donc il y a vraiment ce souci de la traçabilité et d'avoir des matières premières qui viennent de projets durables. Notre sucre, pareil, on s'est intéressé à cette filière et on va choisir nos ingrédients comme ça. On a toujours ce souci de faire du bio. Ça explique pourquoi, tu vois, par exemple, les gingembres, c'est hyper compliqué d'avoir du gingembre bio de qualité, mais on préfère se passer d'un produit plutôt que d'avoir la facilité d'aller vers des produits conventionnels. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Derrière, on va penser chacun de nos packaging avec, pareil, l'envie d'être le plus éco-responsable. Je dis le plus parce qu'il y a toujours mieux à faire. Mais il y a une chose qu'on s'est dit, c'est à chaque fois, donc on produit en France ou en Europe, on produira jamais en Chine. Et pour autant, à chaque fois, nos partenaires français vont toujours nous montrer le devis de leur prestataire en Chine.
que parfois c'est des montants qui sont vraiment très différents. Mais ça, on n'a jamais cédé à cette tentation-là de prix. Et je dirais que l'engagement, il se fait aussi dans notre démarche. On essaie de limiter les déchets et de valoriser un maximum vraiment chaque fève qui rentre ici. On veut la valoriser. Il n'y a pas de, essaye en termes de perte, vraiment cette approche-là. Et je dirais que l'engagement, il se fait aussi auprès de l'équipe. Tu vois, on a une grande diversité de profils. On travaille avec les SAT, on a une personne en situation de handicap dans l'équipe qu'on adore et qui fait vraiment un super boulot. Mais tu vois, pour te montrer, c'est que il a répondu à une offre pour personnes ordinaires. Tu vois, on s'est pas posé la question. On dit très bien, on teste, on voit quels sont ton handicap, ce qui t'empêcherait de faire, et on voit si ça fonctionne. Et voilà, cet engagement, il est aussi sociétal et notre idée. C'est pour ça qu'on n'est pas que deux, Antoine et moi, dans notre fabrique de chocolat. Notre envie, c'est aussi créer de l'emploi et grandir comme ça et partager notre passion. Et après, c'est des trucs tout bêtes, mais notre électricité, c'est l'électricité verte. C'est bête, mais on le dit. Par exemple, il y a une entreprise qui vient faire le ménage, c'est avec des produits écolos. Tout ce qu'on propose au coffee shop, c'est consigné. Voilà, c'est en fait chaque petit geste compte et ça fait partie de notre démarche. Et il y a un truc après ça, je sais pas si j'ai vraiment le droit légalement, mais j'ai interdit la bouteille en plastique à la fabrique. Bon, je l'ai mis pas avec la casquette du chef d'entreprise, mais plutôt de la collègue en disant stop. Oh là là. Alors il y a parfois les filles des SAT qui viennent avec une bouteille et je leur dis, vous savez que je préférerais encore la canette, mais la bouteille en plastique c'est plus possible. Voilà. Ça fait un peu dictateur là, mais bon. Mais non. Mais il y a des choses que t'as pas dites. Donc effectivement, l'inclusion c'est hyper. Enfin, de ce que j'ai ressenti, c'était très important pour vous. Vous proposiez aussi une visite en langue des signes. Alors celle-là, elle est pas. On l'a fait parce que chaque personne qui nous rejoint a la possibilité de développer un projet qui lui est propre. C'est-à-dire que Encuentro, c'est la somme des individualités qui la composent. Et donc voilà, ils ont leur projet fil rouge. Il y a certains qui s'en emparent, d'autres moins, mais on essaie de les pousser quand même. Et donc on avait Anaïs qui avait toute sa famille malentendante et qui avait donc qui elle n'avait pas ce handicap-là, mais donc côtoyait cette communauté et avait envie de pouvoir partager son métier et la fabrique à cette communauté. Donc on a organisé des visites en langue des signes. Et voilà, quand on a changé de fabrique, initiatives personnelles. Voilà, c'est des initiatives personnelles. Et ce qui est assez marrant, c'est que elle nous a toujours dit parce que elle est plus dans l'équipe aujourd'hui, parce que quand on a changé de fabrique, on s'est éloigné de son domicile, ça faisait beaucoup d'allers-retours. Et ça faisait beaucoup de routes le matin. Et mais elle nous a toujours dit si besoin, je reviens. Parce qu'en fait, il y en a très peu qui sont capables de parler la langue des signes et qui connaissent notre métier. Donc c'est voilà. Bon, en tout cas, tu dis c'est des initiatives personnelles, mais qui sont permises grâce justement à la politique de la maison, quoi. Et, il y a aussi j'ai lu qu'il y avait aucun employé, qui était chocolatier de formation. Donc ça, j'imagine que c'est du temps aussi de vous passer pour leur apprendre. Mais en fait, comme ce métier, on l'apprend pas à l'école. On a quand même des personnes qui ont passé leur CAP chocolatier confiseur. Mais encore une fois, ça représente quelques heures. Je pense que c'est même pas une journée sur leur année de formation. À nos côtés, ils apprennent le métier, ils le développent, mais c'est vrai qu'il y a énormément de temps passé à former les gens. Tu as dit qu'il y avait 0 déchet dans le cacao. Et sur le site, j'ai vu qu'il y avait 5 à 10% de poudre de fèves. C'était marqué que vous êtes en train de valoriser sous forme d'un produit innovant. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est déjà sorti peut-être depuis le temps où vous avez écrit ça? Alors, on a fait plein de recherches sur ce produit. C'est vrai que quand on a alors, ce qu'on dit, c'est on vient trier les fèves. Une mauvaise fève, on n'en fera rien. Heureusement, on en a très peu et les producteurs font du bon boulot. Il y a certaines origines, on a un peu plus de déchets sur le sac parce que tu sais, on enlève les feuilles, les trucs, etc. Et on va enlever aussi toutes les fèves cassées, les fèves collées, parce qu'elles ont mal fermenté et elles vont apporter souvent un mauvais goût. Fermentation, ça, voilà. Donc c'est important pour nous de les intégrer. Mais après, toute fève qui est bonne, il faut qu'on arrive à la valoriser à 100%. Quand on vient la craquer, faire l'étape de vannage et souffler pour enlever l'écorce d'un côté et le gruer de l'autre, on le fait une première fois, cette étape, et après on va retravailler l'écorce pour reséparer les petits morceaux de gruet. Ça, on arrive très bien à le faire. Et il nous reste quand même une petite matière qui est composée. C'est assez marrant parce que du coup, on a vraiment fait une analyse très précise de ce qui nous reste. Il y a une majorité de gruet et tout petit morceau d'écorce. C'est très compliqué de nous séparer cette matière-là. Et on se dit, mais c'est dommage quand même. Je pense que t'es à 60% de gruet et 40% d'écorce. Et donc, on se dit, ça va être très aromatique. On peut pas le jeter. Donc, on l'a gardé. On a trouvé des débouchés. Il y en a qui font des petits crackers
avec. Il y en a d'autres qui utilisent, tu vois, comme un peu le son d'avoine ou le son de blé. Ça apporte un peu plus de mâche, mais tu peux quand même utiliser. Et donc, c'est employé chez certains partenaires qui font des cookies avec. Et là, surtout, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en infusion, il est encore plus aromatique que notre écorce seule. Donc, c'est plutôt dans cette voie-là qu'on le valorise. Et donc là, on travaille avec des herboristes et des maisons spécialisées pour tout ce qui est mélange là-dessus. En fait, le seul problème, c'est pas un problème, mais c'est un petit calibre. Il faut être capable en infusion que ça passe pas au travers de taboulatée ou voilà. Et c'est d'autres machines parce que mettre en petits sachets, voilà, ça demande un peu plus de réflexion, mais il était hors de question de mettre cette matière à la poubelle. Non, mais même ça, moi, j'ai découvert très récemment, oui, qu'il y avait des infusions avec les écorces de cacao. Oui, complètement. Et en plus, ça, tu vois, quand on fait l'étape de torréfaction, finalement, on vient encore plus sécher la fève. Tu vois, on passe de 7% de taux d'humidité à 2. Et donc, du coup, quand cette eau passe, elle transporte aussi un peu d'arôme dans l'écorce. Et donc, tu te retrouves avec, en moindre quantité, mais tu te retrouves avec les mêmes propriétés antioxydantes, avec certains éléments qui sont intéressants pour le corps, tu vois. Donc, ça reste des infusions bien-être et gourmandes. Et vous en avez combien aujourd'hui? 2 ou 3, je crois, des infusions? Alors, on a une nature et une avec du rooibos, qu'on fait avec la maison de thé Unami, qui est dans le Vieux-Lille. Voilà. Ok. Et pareil, j'ai lu que vous envisagez peut-être de proposer une offre de vrac, de consigne. Ça en est où, ça? Oui, voilà, c'est en test. C'est en test. À la fabrique, ça y est, on a commencé le chocolat en poudre consigne. Oui, parce qu'en fait, les gens reviennent chez nous avec leur pot, ils demandent qu'on les remplisse. Et nous, on trouve ça génial. Sauf que alors là, c'est que pour le chocolat en poudre? Là, pour l'instant, oui, c'est que pour le chocolat en poudre. Après, on le fait au cas par cas quand on a la possibilité. Mais c'est juste que de venir avec un contenant de l'extérieur, déjà, j'ai pas tout en stock, donc c'est difficile à gérer. Notamment les palets, on les fait, on les empaquete et on les envoie, ça traîne pas. On va dire c'est comme ça. Et donc c'est difficile d'avoir d'être sûr d'avoir le stock pour la personne qui revient. Donc parfois je suis obligée de lui dire non, il reste que en boîte, donc je vais pas revider la boîte pour les remettre. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé plutôt sur un projet de consigne. Là ça y est, c'est lancé pour la poudre 70 et la poudre 100%. Mais comme tu vois, c'est lancé à la fabrique. C'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Mais après on était en discussion avec un partenaire sur la consigne sur ce produit-là qui plaît bien. Donc on va voir si on peut pas le lancer sur d'autres territoires que juste notre zone de chalandise liée à la fabrique. Voilà. Mais pareil, c'est tout un circuit à créer en quelque sorte. Nous, on est capable de nettoyer des pots sortis d'usine, mais des pots qui viennent d'ailleurs où on ne sait pas ce qu'il y a eu dedans, etc. C'est d'autres règles à respecter. J'ai lu que vous étiez ambassadeur de la gastronomie de la région des Hauts-de-France là, sur 2023. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, déjà, on était super contents de pouvoir mettre en avant ce savoir-faire, parce qu'on n'est pas très nombreux dans la région des Hauts-de-France à faire du chocolat. Il y a Beu-sur-Lachelle, il y en a 2 dans le Vieux-Lille. Donc, voilà, on n'est pas très nombreux, donc on était contents. Et surtout, on travaille souvent avec l'équipe des sublimeurs. On aime bien travailler avec eux, parce qu'ils ont cette sensibilité du produit et de l'artisanat, qui nous plaît vraiment beaucoup. Ça nous permettait aussi d'aller voir les chefs et de leur présenter notre produit. Parce que on a la chance quand même de travailler avec de nombreux chefs dans la région. Mais clairement, le chocolat, c'est la dernière des préoccupations de ces chefs. C'est assez marrant. En fait, c'est des volumes assez importants. Pour autant, aller chercher la viande, les légumes, parler de cette traçabilité, ils le font. Le chocolat, ils prennent parfois, on est parfois surpris, des très belles tables, très réputées, et ils vont chercher le bas de gamme de chez bas de gamme. Donc, on se dit, mince, il y a quand même un travail à faire auprès de ces ambassadeurs aussi de cette matière. Donc, c'était une belle initiative. Ça regroupe pas mal de métiers différents. Après, ce qui est compliqué, c'est que cette étiquette-là, elle est très compréhensible pour un produit qui sort de la terre, territoire. Donc, c'est les chefs qui vont travailler avec des produits locaux. Et après, nous, comme notre produit, il vient d'ailleurs. Un savoir-faire. Ouais, donc on est aussi content de pouvoir mettre le savoir-faire à l'honneur et pas uniquement les produits parce qu'en fait ça serait assez réducteur dans le sens où je veux dire la région des Hauts-de-France c'est il y a les chicons. Oui, il y a la pêche Boulogne-sur-Mer et il y a aussi le chocolat. Donc voilà, on est content de pouvoir le faire. Oui, bien, super. Récemment, vous avez ouvert une boutique à Paris. C'est quoi la suite pour Encuentro? C'est quoi les ambitions pour Encuentro à long terme?
Alors, on a ouvert une boutique à Paris en toute humilité, c'est-à-dire qu'on cherchait Anne-Sophie, c'est la sœur d'Antoine, c'est notre directrice commerciale et elle habite Paris. Ce qui est génial parce qu'on a beaucoup de partenaires à Paris, il y a les grands magasins de Paris, donc c'est hyper chouette d'avoir une présence comme ça sur place. Et en fait, elle travaillait dans des espaces de coworking et chez elle. Et à un moment donné, on s'est dit c'est plus possible, il faut qu'on lui trouve des bureaux et qu'elle puisse recevoir nos partenaires chez Encuentro et pas dans le café du coin. Donc c'était important et donc on a cherché des bureaux et on a eu ce super local qui proposait au même prix bureau plus boutique. Banco, on y va. Donc on a mené ce projet et c'est vraiment ça reste une petite boutique mais c'est le prolongement de la fabrique, donc on y retrouve quand même la même ambiance qu'on peut avoir ici, donc on est content. Et on voit qu'on a du monde. Là clairement notre difficulté c'est qu'Anne-Sophie est en congé maternité depuis peu de temps. C'est les grandes étapes des entreprises. C'est le premier congé maternité à gérer. Elle est ravie, mais c'est vrai que c'est une organisation qu'on découvre. Et quand on n'est pas si nombreux, et c'est notre seul commercial, donc voilà, c'était un vrai challenge pour nous, et notamment avec cette boutique en plus. Donc on est content. On a une personne qui a repris la boutique. Ça se passe super bien, mais c'est plus condensé sur 2 jours. Dans nos projets, le contact avec le client, vraiment, ça nous a fait grandir. Donc, on est super content d'avoir notre boutique ici au sein de la fabrique et d'avoir celle à Paris. Ça fait partie du projet que de garder cet esprit boutique, cette envie d'aller vers le client. Mais clairement, on va pas faire comme Ducasse, ouvrir une boutique par mois et être à chaque coin de rue. C'est pas notre ambition. Là, nous, il y a un vrai l'envie de grandir, de faire grandir notre réseau de partenaires. Clairement, maintenant, on a la capacité de répondre aux demandes entrantes de l'étranger. Ça nous a posé pas mal de questions parce qu'on s'était dit mais quelle idée d'aller vendre nos tablettes en dehors de France, quoi. On prône le local, etc. Mais en fait, il y a quand même quelque chose, c'est finalement les envois, on peut mieux les réfléchir d'une part, et d'autre part pour l'entreprise, il y a quand même ça solidifie l'entreprise. Voilà, c'est une étape aussi qui est intéressante pour nous parce que c'est des challenges au sein de l'équipe, on va parler anglais. C'est se dire que quand on a des moments un peu plus impactants sur le marché français, l'entreprise n'est pas à risque tout de suite. Voilà, quand certaines grèves, certaines tensions nationales, c'est important de pouvoir avoir d'autres marchés sur lesquels s'appuyer. Donc c'est la prochaine étape, c'est l'international. Mais d'ailleurs, ça me fait... Donc, je suis remontée sur les débuts de votre compte Insta. Au début, les posts étaient en français et en anglais, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, alors que vous envisagez à l'international. Est-ce que ça va revenir? Pourquoi ça a été arrêté? Alors, en fait, ce qui était intéressant au début, on a fait cet effort-là. On avait un tout petit site, on avait très peu de produits, on avait même notre site traduit en anglais. Et après, à maintenir, ça a été une horreur impossible. On n'avait plus de temps à y consacrer. Mais là, clairement, oui, le site en anglais et peut-être les posts un peu plus souvent en anglais, ce serait intéressant. En fait, là, on a une personne qui nous a rejoint, qui va nous aider sur la partie communication, parce que ça prend du temps et c'est pas notre cœur de métier. Donc, ça nous demandait, c'était nos soirs et nos week-ends, en quelque sorte. À un moment donné, on s'est dit, bon, il faut rétablir un certain équilibre et donc on a arrêté de faire cet effort-là. Google Translate marche très bien. Et voilà. Après, sur le côté international, ce qui est intéressant, c'est... Tu vois, un jour, on avait une stagiaire qui venait du Brésil et on s'est dit, comme son français était pas au top niveau, on a dit, allez, tous les vendredis, on parle anglais. Et c'était super sympa. Mais j'ai mis sur la touche 2-3 personnes dans l'équipe qui parlaient pas un mot d'anglais. Et ça veut dire que pour en intégrer une, j'allais en isoler 2 autres. Donc on est revenu au vendredi en français. Mais finalement, je trouve que c'est important dans l'équipe de grandir ensemble et donc de faire ça par étapes. Donc c'est pas grave si on a fait un premier pas et on revient en arrière. Là, notre volonté, c'est d'aller vers plus l'international et voilà, d'avoir plus d'échanges, mais d'avoir partagé cette envie avec l'ensemble de l'équipe. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais petit à petit, on va y arriver. Ok, très bien. Si tu veux bien, on va passer maintenant sur la partie vraiment identité de marque, identité visuelle. Dès le début, donc comme je te l'ai dit, je suis remontée au tout début du compte Insta. Dès le début, vous avez accordé une grande importance, beaucoup de soins à l'identité visuelle, au packaging. Pourquoi c'était important de le faire dès le début? Parce encore une fois, il s'agissait d'un positionnement et donc il fallait pas se louper. Nous, on est autodidacte, donc on n'a pas de nom derrière pour rassurer, etc. Donc il fallait que le packaging soit à la hauteur de notre ambition. On voulait faire un cacao de grande qualité, il fallait que le packaging soit de grande qualité. Donc c'est pour ça c'est vrai que
En fait, dans nos achats, on a acheté les fèves, les machines, et après, on a dépensé de l'argent pour être accompagné avec une agence pour réaliser les packaging. Il y en a très peu qui peuvent le faire en disant, les packaging, on le fait nous-mêmes, allez hop, un petit PowerPoint, c'est parti. Et donc là, non. Par contre, c'est vrai qu'on a mis tellement longtemps à sortir cette identité. On a eu beaucoup de propositions et à la fin, on a dit non, on veut ça, ça, ça et ça. Et c'était, dans notre tête, c'était tellement clair que, voilà. L'agence nous a permis de faire ce cheminement et ce travail. Mais à la fin, vraiment, c'est dans les moindres détails, on leur a dit, on veut ça, quoi. Et ça nous a fait plaisir parce que, à tel point que, en fait, on n'avait pas validé le nom, pas validé l'identité, mais on avait déjà toutes nos tablettes fabriquées. Et on savait pas comment les impacter, dans quoi on allait les infecter. Donc on avait déjà le pliage, etc., mais on n'avait rien d'autre, quoi. Donc, et ça commençait à nous faire vraiment peur parce qu'il fallait qu'on avance sur le site, sur le reste. Donc voilà, donc c'est le souci du détail, le grain du papier, tout ça, ça a été vraiment réfléchi. Et j'ai lu que vous aviez commencé par faire votre site tout seul, enfin voilà, que vous vous débrouillez tout seul, mais par contre, ça a été évident de pourquoi déléguer cette partie identité visuelle, quoi. Non, mais c'est juste qu'il y a certains outils qu'on maîtrise, d'autres qu'on peut plus ou moins, avec lesquels on peut plus ou moins tâtonner. Après, pour nous, le graphisme, c'est vraiment un métier. Tu dois le voir avec ton métier. Tu dois te dire, parfois, il y en a certains qui mériteraient d'être accompagnés quand même. Ça doit c'est vrai qu'après, moi, je suis pas capable de faire du chocolat. Voilà, chacun son métier, on est d'accord. Mais bon, mais après, le site web, pour le coup, c'est aussi un, oui, c'est pas la moitié d'un dossier, donc voilà. Non, mais après, il s'agit aussi de budget. Il s'agit de budget. Le site internet, t'as des solutions qui sont vraiment clés en main. On a commencé avec du Wix, maintenant on est sur Shopify. Clairement, Wix permet à toute personne qui touche un tout petit peu, même sans toucher, à très vite savoir quelque chose de correct et même de super. Là où dessiner, c'est pas... Mais pour autant, alors, j'ai vu un post où tu partages une page de carnet, de l'aquarelle, où on réfléchit à la prochaine tablette et tout. C'est vraiment vous qui faites l'aquarelle? Oui. Oh, comme quoi, tu vois, il y a quand même... c'est un vrai travail d'équipe avec l'agence, quoi. Oui, c'est parce que, en fait, avant, c'était parfait parce qu'on a commencé à Paris et l'agence, elle était vraiment à côté de chez nous. Donc, c'était hyper simple, tu vois, d'ajuster cette proximité. Après, les relations ont fait qu'on a décidé de poursuivre notre collaboration malgré la distance. Et même eux, maintenant, avec le Covid, ils sont tous un peu éclatés. Mais parfois, sur une aquarelle, sur une nouvelle origine, on peut avoir 10-15 échanges parce qu'on avait quelque chose en tête, plus comme ci, comme ça. Et au lieu de faire ces échanges, ça fait gagner du temps. Ouais, ça fait gagner du temps. Et c'est pas là qu'est leur plus-value. Clairement pas. Quand on sort... les coffrets découvertes, ça c'était vraiment super, ça c'est vraiment entièrement eux. Et il y a encore tellement de choses à faire, mais encore une fois, il s'agit de priorités et de budget alloué. Donc, Et est-ce que tu penses justement d'avoir travaillé tout ça dès le début? Est-ce que tu penses que ça a contribué à la réussite de la marque? Oui, clairement. Là, nous, il n'y a pas une personne qui rentre à la boutique de la fabrique qui ne dise pas les packagings sont super. Et nos partenaires, ils sont d'abord séduits par le packaging et après ils goûtent et ils sont séduits par le goût. Et en fait, dans ce canal de distribution, c'est vraiment hyper important. Surtout qu'on n'est pas seul sur l'étagère. On a souvent 1, 2 ou 3 marques à côté de nous, donc il faut savoir faire la différence. Et je dirais que notre force, c'est justement, on incite à la curiosité, à prendre dans les mains. Et clairement, on a un taux de fidélisation sur notre chocolat qui est assez élevé. Et donc, on devient un produit de retour chez les épiceries. Voilà, ils ont plein de produits où c'est des cadeaux, alors que là, on est sur une consommation régulière et il y a une vraie fidélisation sur ce produit. Ils viennent chez eux pour trouver du Encuentro. Et c'est là où c'est vraiment génial, c'est que ils mettent en avant ce produit, les gens sont attirés par le packaging, eux racontent l'histoire, et quand ils goûtent, ils disent ouais, c'est vraiment bon, donc ils reviennent, et là, on se dit juste qu'on a choisi la bonne manière de vendre notre tablette. En fait, c'est des vrais, on les appelle partenaires, c'est pas des revendeurs pour nous, on est vraiment main dans la main pour mettre en avant notre savoir-faire et l'histoire de la tablette. Alors, chaque élément de votre packaging a été pensé avec soin. Vous l'expliquez très bien, dans un article encore sur le site. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grands éléments de... Oui, par exemple, pour faire une tablette
de 75 grammes à 70%, il faut à peu près l'équivalent d'une cabosse. C'est pour ça qu'on a une cabosse emblématique sur notre packaging, sur notre cœur de gamme qui est l'étalette de 70%. Chaque origine va être travaillée en 70%. Donc ça va être la même recette pour toutes ces origines. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours cette même cabosse qui revient sur ces packaging. Cette cabosse, elle change de couleur. On a vraiment une couleur par origine. Et souvent, cette couleur, elle est choisie en fonction des notes qu'on peut retrouver dans le chocolat. Et ce qu'on aime bien, il y a le côté Encuentro. Donc voilà, avec ce diamant autour, ça fait un peu lettre d'imprimerie. Donc c'est le côté vraiment savoir-faire qui ressort. Et pour autant, comme je te disais, l'aquarelle vient donner de la douceur et un peu plus de légèreté. Et finalement, ça représente bien notre couple, Antoine et moi. On parle de binôme. Et on est très complémentaires. Pas que je sois douce et lui... Mais dans l'idée qu'il y a vraiment un binôme derrière cette marque, ça nous plaisait d'avoir ça se complète vraiment bien. Derrière, ce qu'on aime beaucoup avec l'aquarelle, c'est que c'est plein de nuances. Et ce fruit, la cabosse, en fait, il est plein de nuances. Il n'est pas tout lisse et rouge, tout brillant comme une belle pomme qu'on voudrait. Non, en fait, c'est un fruit qui a beaucoup d'aspérité. Et donc, finalement, travailler à l'aquarelle, c'était assez symbolique là-dessus. Derrière, on va travailler sur le toucher du papier qui va apporter ce grain. On a voulu un papier qui soit pas tout lisse, mais qui soit doux en main. Une fois qu'on a ce cœur de gamme derrière, on va chercher les 85%. Comme il faut plus de cacao pour une 85%, on vient mettre 2 cabosses. Et pour la 100%, on en a 3. Donc cette idée qu'on va chercher un peu plus de cacao revient. Et après, on a mis sur le devant de nos packaging, on a mis les ingrédients pour montrer qu'il n'y en avait que 2, que la liste était courte, et parce que ça donnait tout de suite le ton sur notre approche. Chez nous, vous trouverez que 2 ingrédients, et donc voilà. Et on a mis par contre le logo bio derrière. C'est pas un argument marketing, c'est un prérequis, c'est la base. Et voilà, c'est pour ça qu'on le retrouve derrière, et ça n'a jamais été dans notre discours qu'on vient annoncer de but en blanc pour vendre notre chocolat. Et après, il y a, je dirais que en fait, tout est au service du goût. Donc, on est resté sur, on va dire, une tablette plus classique, parce que avec des carrés, mais on a travaillé sur le grammage, on s'est dit que 75 grammes, c'était bien. Vous en avez des tablettes à 100 grammes, il y en a des beaucoup plus basses, parfois même à 58 grammes, c'est vraiment des feuilles de papier. Là, on était dans la générosité, et suffisamment, mais pas trop non plus, parce qu'on est sur du chocolat dégustation. Ça se casse bien, ça se mange bien. Voilà, on a toujours fait pour le goût et pas pour se mettre en avant personnellement. On aurait pu appeler le chocolat de Candice Antoine ou marquer notre nom partout. Quand on a fait le choix tu disais, on a mis tout de suite un peu plus de moyens sur le visuel, mais parce que on déguste avec tous ses sens. Et nous, c'était important d'attirer la curiosité pour pouvoir avoir ne serait-ce que l'opportunité de faire goûter notre chocolat. C'était vraiment ça qui était impactant. Par contre, d'avoir notre nom ou notre marque sur la tablette, finalement, en fait, ça n'avait pas d'impact ni sur la dégustation, ni sur l'incitation. Oui, tu parles de la personnalisation ouais. de forme. Ah, justement, j'allais te poser la question. Et donc, c'est pour ça que quand on fait nos choix, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est juste pour notre ego ou est-ce que c'est au service du goût? Oui, parce qu'aujourd'hui, il existe des tablettes très belles avec des formes, des personnalisations. Et effectivement, vous n'êtes pas tombé là-dedans. Et c'est vrai qu'on voulait quelque chose qui se casse facilement. Et après, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et qu'on a le résultat? Oui, ça n'a strictement aucun impact sur la dégustation. Donc après, tu vois, il y en a certaines qui font des tablettes comme ça pleines, c'est incassable, et du coup tu te retrouves avec des petits morceaux et des petits machins. Et pareil dans notre façon de plier. Donc on a, alors ça c'est la petite, on n'arrive pas à se passer de cette feuille d'alu qui est dans notre packaging. Alors certes c'est recyclable, mais clairement on aimerait s'en passer. On a fait plusieurs tests, et en termes de conservation du chocolat, il y a pas mieux pour l'instant, mais on y réfléchit. Il va falloir qu'on se lance vraiment et qu'on y passe plus de temps, parce que ça fait partie des choses qu'on veut absolument supprimer de nos packaging. Mais tu vois, la couleur de l'alu a été pensée, et surtout sur le scotch. Au début, on était du scotch. Il fallait que ce soit bien refermable. Maintenant, elle est faite pour que tu puisses rapidement... En fait, on n'a pas voulu prendre la pochette qui est absolument pas... qui est compliquée à recycler. On est resté sur papier alu, et on s'est dit il faut quand même qu'ils puissent facilement conserver leur tablette et pouvoir manger. Donc à chaque fois voilà, on va regarder l'usage. Et je voudrais juste illustrer un petit truc pour te dire qu'on est au service du goût. Par exemple, nos fruits confits, ils sont pas on les reçoit pas, donc on travaille avec c'est pas nous qui faisons les fruits confits, mais tu peux les commander sous différentes formes, et nous on les a nus, complètement nus, donc tout collants. Ils sont pas saupoudrés de sucre.
Et on vient même pas mettre du chocolat parce ce fondant du fruit, on veut qu'il soit nickel et qu'on ait le chocolat, l'enrobage avec notre terroux dessus et qu'on soit sur quelque chose d'hyper fondant. Mais résultat, on met 3 heures à poser nos fruits confits sur le tapis d'enrobage. Parce qu'ils collent aux doigts, parce que c'est hyper compliqué. Alors que s'ils avaient été saupoudrés de sucre, tu les prends, tu les poses, c'est fini, on n'en parle plus. Mais tu vois, ça, on est prêt à passer plus de temps, à galérer un peu quand c'est au service du goût. Voilà. Et donc ça, c'est l'histoire de la tablette. Nos petits carreaux. C'est très bien. Je comprends. Et du coup, c'est les mêmes, donc je suis remontée, c'est les mêmes depuis 2017. Voilà, les packaging, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a eu des évolutions quand même depuis, des constats d'erreurs, des choses à améliorer, tout ça? Est-ce que les packaging 2017 sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui? Non, pas exactement les mêmes. On a fait quelques ajustements. Suite au passage des fraudes, tous nos petits G sont passés, on s'est fait taper sur les doigts parce que notre 75 grammes, le G, c'était un G majuscule. Et il s'avère que c'est un minuscule dans le système international. Donc, on a rechangé tous nos packaging. Pour ce siècle. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Non, on a suivi les conseils d'un ami, Lorenz, si tu nous écoutes, qui nous a dit que notre logo était pas assez gros. On a ajouté le petit drapeau n'existait pas. On a changé le nom, on a mis chocolat artisanal. Il y a eu plusieurs petits ajustements. Il y a un énorme quand même, c'est qu'au début, on avait notre millésime sur le devant de la tablette. Et ça, pour l'instant, en France, on n'est pas prêt à avoir un millésime. C'est-à-dire que quand on mettait, par exemple, aujourd'hui, à la fabrique, on a quasiment, sur les 10 origines, j'en ai peut-être 3, c'est la récolte 2023, mais sinon, on est sur du 2022. Il est possible que le Guatemala, j'ai même du plus ancien, et parfois le Congo. Bref, du coup, j'ai des millésimes différents. Les fèves, quand elles sont sèches, tu peux les garder un peu plus longtemps, ça n'a pas vraiment d'impact. Du moins, nous, on n'en a pas remarqué. Mais d'afficher, par exemple, si je mets 2022 sur ma tablette, ils vont croire que le chocolat a été fabriqué en 2022 et donc ils vont pas vouloir l'acheter. Et donc ça, ce millésime qui nous est cher, puisque on fait des tablettes millésimées, on s'embête à ne pas mélanger ni millésime ni origine, donc on le trace, et ça apparaît toujours sur le dos de la tablette, mais plus sur le devant. Voilà. Donc tu vois, il y a eu des petits ajustements comme ça qui ont été faits. Et j'ai vu que vous aviez fait rentrer une nouvelle machine pour empaqueter vos tablettes, qui visiblement a été faite sur mesure. Donc pourquoi sur mesure? Parce que j'imagine qu'il existe déjà des formes d'emballage existants. Pourquoi aller sur du jeu sur mesure avec tout ce que ça implique de temps et d'argent? Mais en fait, sinon c'est impossible. En fait, on choisit une taille de tablette, une épaisseur, une manière d'empaqueter, une qualité de papier, avec ou sans feuille d'alu, voilà, tout ça. Donc c'est forcément du sur mesure. C'est une machine qui coûte extrêmement cher. Pendant 4 ans, on a emballé des milliers et des milliers de tablettes à la main. C'était un job qu'on proposait à des étudiants. Donc, vous avez toujours 2-3 étudiants à la fabrique qui venaient 2 heures par-ci, 3 heures par-là pour empaqueter les tablettes. C'était clairement notre goulot d'étranglement, mais il fallait qu'on atteigne un certain volume pour pouvoir se permettre d'acheter cette machine. Elle est faite aux Pays-Bas. C'est un petit bijou, vraiment. C'est des très, très belles pièces. On aime beaucoup cette machine. Elle est pas magique, c'est-à-dire que il a fallu la personnaliser à tous les choix qu'on avait fait sur les tablettes, qui était hors de question qu'on change de moule, hors de question qu'on change de gravage, hors de question qu'on change packaging. On a fait quand même un changement, et là, la machine a battu l'homme. C'est que pour l'homme, pour empaqueter une tablette, tu poses pour que ta tablette de chocolat sorte du moule, forcément, ton moule, il est un peu en pied. Pour que ça se démoule, c'est obligé. Ça, c'est de la logique. Et du coup, toi, tu prends toujours la partie la plus large que tu poses sur ta table. Et là, tu commences à emballer. Vraiment, c'est toujours comme ça qu'on fait. La machine, c'est l'inverse. Alors, on leur a donné le challenge de continuer à emballer de la manière dont on le faisait. Parce que tu vois, nos tablettes au tout début, en fait, ça faisait, notre tablette, on l'empaquetait donc dans un sens, qui faisait que nos bords étaient un peu pointus, elle était très élégante. Et quand on l'emballait dans l'autre sens, il y avait un côté plus gourmand, parce que du coup, il y avait plus les coins pointus, c'était des coins arrondis. Et on avait presque la sensation qu'il y en avait plus. Le fait que ce soit arrondi et un tout petit peu, du coup, plus étroit, mais tu vois, la pointe dans tes... Oui, je vois très bien. Et alors qu'on n'avait pas du tout changé la tablette à l'intérieur, ça donnait une autre sensation. Donc, on a testé, ils ont travaillé dessus pendant 6 mois, on les a bien ennuyés, mais ils n'ont pas relevé le challenge, et donc on a dû faire cette petite concession sur notre tablette. Après, ça rend le truc, plus gourmand, donc c'est pas plus... On trouve ça toujours aussi joli, donc ça va. Oui, et puis... ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas. Oui, il n'y a pas de point de comparaison. En plus, on a quasiment, ça s'est fait, le changement s'est fait sur 2-3 mois, quoi. Donc, ça va. Tu as dit que certains des écrins présentaient un pelliculage doré, donc j'imagine que tu parles du marquage à chaud, du logo, non?
Non, avant, l'intérieur avait ce pelliculage. Maintenant, on les a supprimés. Et donc, on est sur du craft partout. Et c'est vrai que le marquage à chaud... C'était marqué que le pelliculage empêchait la recyclabilité. Et je sais que le marquage à chaud, en fait, n'est pas un problème pour la recyclabilité. Mais là, tu parles du pelliculage. De l'intérieur. Donc, tout l'intérieur était OK. Oui. Non, mais c'est des petites étapes. Alors après, il faut arriver à l'expliquer à nos partenaires. C'est toujours des changements. Ils sont hyper sensibles, du coup, au packaging. Et donc, voilà, je me souviendrai toujours tu vois, sous nos boîtes rondes d'infusion, du coup, l'étiquette en dessous est ronde. Elle indique l'origine. Et c'est vrai qu'on a bien travaillé cette étiquette-là également. Et un jour, on n'a pas bien surveillé les stocks. C'est compliqué, là, les stocks de packaging. C'est toujours du management visuel. Et un jour, on s'est retrouvé à court. Et en fait, ce client, il en avait besoin vraiment expressément pour tel événement, etc. Et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on va refaire une étiquette. Sauf que nous, du coup, à la fabrique, qu'est-ce qu'on peut imprimer? C'est du thermique et c'est rectangulaire. Et on s'est dit, bon, c'est bon, il y a personne qui regarde sous la boîte. Ça va. On s'est dit, bon, il s'agissait de 20 boîtes envoyées en urgence. Et le lendemain, à la réception de son colis, le client nous appelle directement, mais vous n'êtes pas fait chier, hein, pour les étiquettes. Et là, c'est waouh! Enfin, en fait, on était à la fois un peu surpris parce qu'on s'est senti un petit peu agressé, mais en même temps, ça nous a fait dire qu'ils sont extrêmement sensibles à chaque détail. On parle de l'étiquette des valeurs nutritionnelles placées sous la boîte d'infusion. C'était dingue. Et on s'était dit, bah, en fait, on se rend pas compte à quel point ils ont cette sensibilité-là aussi. Et on s'est dit, plus jamais. Plus jamais ça. On attendra, on leur expliquera, ou on leur demandera l'autorisation. Mais dans la précipitation, on pensait vraiment pas que ça allait poser problème. Et voilà. Non, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui se voit, enfin, qui est un frein à la vente, quoi. Ça change pas. Ouais, on a vraiment fait des belles étiquettes rondes. Ouais. Bravo. Oui, tu l'as dit, vous communiquez pas sur la face, sur toute cette partie un peu éthique, bio-responsable, tout ça. C'est marrant, ça, on le fait pour nous. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on va plutôt donner le conseil de communiquer sur ces éléments qui sont des arguments quand même différenciants. Et voilà, tu pars vraiment du principe que pour toi, c'est la base, en fait. Enfin, c'est même pas... C'est la base et après, il s'agit encore une fois de priorité. Quand j'ai le temps d'écrire un article, je préfère écrire sur la filière que sur l'électricité verte achetée auprès d'Alterna, voilà. Et oui, c'est vrai. Et puis parfois, c'est par rapport on se pose toujours la question, mais est-ce que ça intéresse les gens? De savoir qu'on fait livraison en vélo cargo dans le centre de Lille, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Je sais pas. Après, je suis d'accord avec toi que c'est non, mais surtout sur l'exemple du logo bio, enfin voilà, comme tu disais, qui est pas sur le recto, alors que c'est un choix pas commun. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose en général qui est plutôt mis en avant, quoi. C'est vrai. Mais là, vous, le message à mettre en avant sur le packaging, c'est les ingrédients, c'est ça? Oui, c'est le produit. C'est vraiment le produit et c'est d'abord le bon. Et après, ceux qui sont intéressés et curieux découvrent notre engagement, mais ils ont d'abord été séduits par le produit et après par l'entreprise. C'est comme ça qu'on a pensé. Vous refusez de faire de la publicité. Pourquoi? Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Veja. Et du coup, 2010. Et c'était une super expérience. Et je me souviens de cet engagement chez eux. Et je me suis toujours dit, bah, eux ont réussi à se développer sans faire de pub. On va y arriver aussi. Et clairement, comme j'ai dit, toutes nos dépenses, elles sont faites sur le produit, sur le fait de faire grandir la fabrique, de faire grandir l'équipe, d'enlever de la pénibilité, d'acheter des machines qui font que, voilà, c'est plus agréable de venir travailler ici. Tu vois, on n'a jamais fait une seule ads sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, on s'est dit, la presse parlera de nous si on a des choses à dire. Et en fait, c'est vraiment un état d'esprit plus que... Bah, c'est la preuve d'une confiance aussi dans ce que vous avez à proposer, quoi, d'une confiance en votre produit. Enfin. Oui, c'est aussi accepter en fait, on s'est développé sur fonds propres. De toute façon, en termes de croissance, on savait qu'on allait avoir une croissance un peu plus lente, moins rapide. Donc, voilà, ça s'est fait sur le bouche à oreille et sur les différentes publications, les reportages qu'on a pu avoir. Et vous avez eu beaucoup de presse, beaucoup de reportages, beaucoup d'interviews. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez été chercher ou c'est venu naturellement? Non, c'est venu. Après, maintenant, ça y est, on commence à être un peu plus structuré. Donc, on peut envoyer des communiqués de presse quand on a des belles actus. Après, on est content de pouvoir le faire. Mais non, on a eu de la chance. Bon, par exemple, le reportage sur M6 sur nos lapins de Pâques, celui-ci tombé du ciel. Ils venaient faire un reportage sur le Mine de l'Homme et ils ont été attirés par l'odeur du chocolat.
alors qu'ils étaient mais vraiment, ils étaient super loin. Et attirés par l'odeur, ils se disaient, qui se cache dans ces locaux? Et ils se sont mis taqués à notre porte. Est-ce qu'on peut venir filmer demain? Je dis, bien sûr. Et ça nous a fait vraiment une super belle pub. Et quand on avait été approché par TF1, là, ça nous a demandé énormément de temps. Ils ont voulu nous suivre sur une plus longue durée, en plein pendant les travaux. C'était la période, je pense, une des périodes très très difficile en termes de stress et physique, parce qu'on était sur 2 lieux, il y avait plein de problèmes sur les travaux. On a été suivis par la télé et le reportage est passé complètement inaperçu parce qu'il est passé le jour de Pâques quand il y avait 10 autres reportages sur le chocolat, là où tout le monde était dehors parce qu'il faisait super beau. Donc voilà, on a eu 0 retombée. Mais quand je dis 0 retombée, c'est... Oui, pour quelque chose qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de temps, alors que celui sur M6... Même si c'était vraiment marrant. Donc voilà. Alors moi, je vous ai découvert grâce au prix du packaging, aux épicures de l'épicerie fine. Voilà, vous avez eu 3 récompenses nationales, donc le prix du packaging, le grand prix stratégie du design et le prix Topcom 2019. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous de remporter ces prix? Déjà, on était super contents. Tu as reçu Christophe Palares, on l'a rencontré. Oui, qui est un grand fan de vous, comme moi. Oui, mais c'est une très très belle rencontre. On continue d'échanger avec lui, passionné aussi par son métier. Et ça a été le premier à qui on a pu vraiment parler de notre packaging. C'est assez marrant. Donc ça nous a marqué dans notre histoire d'Encuentro parce que c'est, mis à part l'agence, il y avait personne qui nous posait des questions sur le packaging. Et du coup, c'était vraiment chouette de recevoir ce prix-là. Les autres prix, on va dire que c'était plus porté par l'agence, donc à Artist Good. Et on était trop contents, pareil, du travail. C'est une sorte de reconnaissance, donc c'est vraiment chouette. Et puis, à côté de ça, il y avait des grosses marques, des bien plus gros budgets que nous. Donc, c'était vraiment... encore une fois, quand on n'est pas du métier, la première chose qu'on va rechercher, c'est cette reconnaissance des pairs, donc dans le milieu de la chocolaterie. Et là, dans le milieu du packaging, c'était inattendu, mais on était vraiment ravis. Oui, à chaque fois, vous avez jamais... c'était pas une démarche de votre... Voilà, prix packaging, si, il fallait quand même s'inscrire. On s'y a inscrit, mais disons, non, mais on l'a fait cette démarche. Les 2 autres, c'est notre agence qui l'a fait pour nous. Et oui, on l'a eu en 2019, il me semble, le prix du packaging. Donc c'était vraiment la toute première fois qu'on le mettait en avant, alors qu'on avait déjà 2 ans d'existence. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes? Bon, après, c'est arrivé en même temps que les autres récompenses sur le goût. Donc, Non, mais oui, clairement, les épicures ont eu un énorme impact sur notre visibilité et notre notoriété, donc ça s'est ressenti sur les ventes derrière. Et comme on les a reçus en même temps que les épicures, c'est vrai que c'est difficile de savoir. C'est difficile à mesurer ces impacts-là. C'est plutôt plus long terme. C'est la somme de ces apparitions dans ces différents médias qui choisiront notre tablette plutôt qu'une autre au moment de leur achat, mais je sais même pas s'ils sauront que c'est parce qu'ils ont été influencés par le prix Topcom. Mais voilà. Non, mais après, je pense que ça a dû... Est-ce qu'on a eu plus d'articles sur le packaging? Je pense pas. C'est les épicures qui ont quand même pris plus. Ou du moins sur auprès d'un public de designers différents. Là, ce qui est assez marrant, c'est, tu vois, on reçoit pas mal de demandes d'étudiants pour des projets, et donc notre règle, c'est qu'on ne dit jamais non aux étudiants. Ça, c'est une règle. Parfois, on se sent encore un peu les doigts. Voilà. Et du coup, là, on a eu une école de design, de graphisme qui travaille sur un projet qu'on leur soumet. Voilà, on est vendu au Japon et on leur a soumis un projet, mais donc, peut-être que eux nous ont trouvés parce qu'on a reçu ces prix, tu vois, je ne sais pas. Je me demandais aussi, vous aviez l'habitude de faire des collaborations, des produits spéciaux aussi pour certains événements, mais sauf erreur de ma part, j'ai pas vu de traces de calendrier de l'Avent, qui est un peu un incontournable quand même dans le milieu. Est-ce que, c'est... Pourquoi vous en faites pas? Parce qu'en plus, je pense que c'est intéressant en termes de vente aussi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est une boîte dans la boîte, quoi. C'est-à-dire, c'est un projet à part entière qu'il faut mener en termes de packaging. Tous les ans, on nous en demande. C'est compliqué, je trouve. J'avais vu un article sur LinkedIn d'une personne qui était dans les cosmétiques, qui disait pourquoi je ne ferais pas de calendrier de l'Avent des cosmétiques, etc. En fait, c'est d'autres packaging, c'est d'autres process. Après, c'est un peu bizarre, mais alors déjà, nous, c'est vraiment ce qu'on trouve dans le commerce, ce qu'on offre. C'est un bout de carton, c'est vraiment pas idéal, quoi. Du chocolat dans un truc en plastique enrobé de carton, ça peut tout sauf être bon. Donc il faut aller chercher un cran plus loin en termes de conservation du chocolat. Et après on s'était dit, ceux qui veulent faire un calendrier de l'Avent, ils peuvent venir acheter. On a des mini tablettes, on a plein de petits
trucs qui peuvent le faire et on est plutôt sur quelque chose de recherché et de durable plutôt que le truc qui va prendre beaucoup plus de place et qu'on va jeter derrière. Alors certes, j'en ai vu des très beaux, mais parfois je me demande juste, j'ai l'impression qu'on est encore sur un truc de surconsommation et c'est à qui fera le plus beau et le plus cher. Et clairement, nous, ça voudrait dire développer des packaging et des formats spécifiques. Donc, c'est vraiment en termes de temps et derrière de dépenses. Je suis pas sûre que ce soit le plus rentable derrière en termes de mise en boîte, etc. Sauf si on fait comme tout le monde les moules en plastique dans un carton. Ça, clairement, on le fera jamais. Tous les ans, on se repose la question, mais comme tu dis, vous avez choisi une croissance différente qui s'inscrit pas dans les schémas, voilà, start-up, tout ça. Tu poses la question à chaque fois de le pour, le contre de chaque décision. Enfin, donc ça s'inscrit bien là-dedans et le fait de pas forcément faire pour vendre, mais parce que c'est pas en cohérence avec votre vision, vos valeurs. Oui. Après, là, ce qu'on dit, c'est qu'avec les produits qu'on fait, aujourd'hui, nous, on fait pas de bonbons, on fait pas d'emballage individuel sur la bouchée. Encore notre mini tablette, c'est plutôt 3 bouchées, tu vois, 19 grammes, c'est quand même un peu grand. Si tu manges ça tous les jours, clairement, ça va être... Bref, c'est pas ce qu'on recommande. Non, mais vous faites des fritures, par exemple, pour Pâques. Enfin, donc pourquoi Ah, mais il faudrait les emballer individuellement pour qu'elles soient bien conservées, tu vois. Ça veut quand même dire... Peut-être qu'un jour, on y arrivera au napolitain. C'est parti des envies qu'on peut avoir, et le jour où on aura ce format-là, en fait, cet emballage-là, ça nécessite d'autres machines. Oui, les contraintes derrière sont beaucoup trop importantes par rapport à... Ou alors, il faudrait envoyer notre chocolat pour qu'un sous-traitant le fasse, le mettre en boîte. Enfin, voilà. Là, aujourd'hui, on n'a pas cette machine-là, donc l'emballage individuel est quasiment impossible chez nous. C'est un vrai casse-tête. On n'y est pas. Ça veut pas dire jamais, mais en tout cas, c'est pas notre priorité. En tout cas, si jamais ça doit se faire un jour, je suis sûre que ce serait magnifique et je suis très curieuse de voir à quoi pourrait ressembler un calendrier, une Cointreau. Tu mets la pression. Non, mais non. On est sur du temps long, on prend le temps de bien faire les choses et puis voilà. Si un jour ça devient une évidence pour vous, je suis sûre que vous ferez quelque chose de magnifique. Je vais finir cette interview avec une question. C'est pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie? Alors, déjà, ça doit être une identité qui a du sens. Pour moi, ça doit être porté par du fond, on ne s'attaque pas que sur la forme. Et après, elle est réussie quand vraiment on se sent pas sous contrainte. Pour moi, je dirais vraiment ça. Pour moi, cette identité, c'est un terrain de jeu, et quand c'est du plaisir de développer des nouveaux produits dans cette identité, c'est qu'on a réussi. Si on est à chaque fois empêché par X et Y raison, c'est là où ça devient compliqué. Et de ce fait-là, c'est qu'il y a un problème avec son identité. Faut pas oublier que c'est nos envies, nos produits. Je trouve que vraiment le mot-clé, c'est l'envie qui nous porte au quotidien. C'est ce pour quoi on se lève le matin. Si l'identité devient un fardeau et une contrainte, c'est pas génial. Donc voilà, quand elle a du sens et qu'elle nous permet d'explorer. Moi, c'est une nuance que j'ai réalisée moi-même, en fait, assez récemment. Dans notre métier, on parle beaucoup de l'impact que ça a sur ceux qui vont recevoir l'identité, sur les clients, tout ça. Et je me suis vraiment rendu compte que pour moi, le vrai enjeu de l'identité visuelle, c'est sur celui qui le porte. Qui fait, hein, c'est ça, c'est en clair. fait ton plaisir. Enfin, si t'es fier de ton identité visuelle, tu vas prendre du plaisir à communiquer, tu vas vouloir parler. Enfin, c'est un prétexte pour ouvrir la conversation, c'est une rencontre. Enfin, et pour moi, c'est vraiment comment ça transforme le porteur de projet et sur son enthousiasme à en parler, qui va faire qu'après, qu'il va y avoir vraiment un effet sur le client. C'est source d'énergie. Exact. Et là, après, les possibles, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Donc, Eh ben, écoute, ça me parle énormément, voilà. Donc, merci de finir là-dessus. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces choses que tu nous as partagées. J'ai encore appris plein de choses. Bon, il y a beaucoup à creuser pour ceux qui s'intéressent au sujet sur votre site, voilà. Et puis en vous suivant sur les réseaux. Est-ce qu'il y a une façon privilégiée pour vous contacter depuis notre site internet, il y a le formulaire de contact. Sinon, c'est bonjour@chocolatcointreau.com. On dirait une adresse générique, mais c'est bien celle qui est consultée tous les jours par Antoine et moi. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que t'as dû passer énormément de temps à lire et à regarder notre site et notre compte Instagram. Merci, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça. Donc, voilà. C'est pas du temps pour rien. J'imagine que ça vous demande vraiment beaucoup de temps de construire tout ça, donc bravo à vous et bravo pour tout ce que vous avez construit. Vraiment, c'est magnifique, c'est très réussi, l'effet de gamme est incroyable, les coffrets, enfin bravo à l'agence, vraiment
Je suis une grande fan. Bon, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Candice. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.